Bonsoir, bienvenue sur la radio Bakambi. Vous êtes en compagnie de M. Kayu Sebelebe, animateur, fondateur de la radio Bakambi. Bakambi est une radio qui est émise sur Internet 24 heures sur 24. Vous pouvez nous joindre en téléchargeant notre application sur Google Store, Google Play Store. Vous téléchargez, elle est gratuite et vous pouvez l'écouter comme vous voulez, où vous voulez, à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Ce soir, nous avons le plaisir et toujours la joie d'avoir en notre compagnie M. Grégoire Gaïno, conseiller municipal adjoint au maire dans la ville de Louango. Monsieur Gaïno, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Caïs, et bonsoir les co-débatteurs. Merci beaucoup, Monsieur Gaïno. Nous avons aussi Madame Miaka qui est là, pas en forme, mais toujours fidèle au poste. Mais Madame Miaka, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Caïs. Bonsoir, les chers auditeurs et auditrices. Bonsoir, mes co-débatteurs, Monsieur Gaïno, Monsieur Dian. Et bonsoir aussi aux collègues co-débatteurs qui n'est pas là, mais qui, je suis sûr, nous écoute, hein, Monsieur Koné. Oui. Madame Miaka, on ne va pas vous limiter seulement à une spécialité féminine. Hein. Vous êtes bien évidemment ouvert à toutes sortes de débats. Hein. Vous n'êtes pas spécialiste que pour les femmes. Non, pas du tout. Justement, je suis là pour porter effectivement la voix de la femme, pour dire que la femme, justement, elle n'est pas seulement reléguée au rang et au statut de la femme qui doit parler que tout ce qui concerne la femme. C'est pour prouver qu'on peut faire autant ce que M. Gaïno y fait, comment il débat, comment il réfléchit, comment M. Dion interprète les choses. La femme peut le faire. Donc, je suis polyvalente. Je suis un peu sur tous les fronts, sur tous les sujets. D'accord, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Nous aurons aussi M. Dion, politicien, représentant du PCT Congo en France, professeur. M. Dion, bonsoir. Bonsoir, M. Caïus. Bonsoir, M. Gaïno. Bonsoir, Mme Sabine. Et bonsoir à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Fidèles au poste, j'espère que nous serons à la hauteur de leurs attentes. Et je pense que vous l'êtes toujours, même si ce n'est pas évident. En tout cas, on essaye toujours d'être fidèle et de toujours coller un peu aux analyses qui permettent à chacun de pouvoir, eux aussi, apporter leur petite touche sur vos commentaires. Alors, on va commencer avec cette nouvelle que nous avons appris là, Centrafrique. Apparemment, Centrafrique, le président Touadéra a essayé de modifier la Constitution. Et puis là, hop, il a été arrêté par le Conseil constitutionnel. Monsieur Gaïno, vous qui en savez un peu plus, qu'est-ce qui s'est passé en fait en Centrafrique? Ce qui s'est passé, c'est que M. Touadéra voulait organiser un référendum pour modifier la Constitution et faire un troisième mandat. Mais le Conseil constitutionnel a rejeté cette demande en lui disant que voilà, qu'il avait prêté serment en tenant compte de cette Constitution. Et donc, le Conseil constitutionnel ne voit en rien pourquoi faut-il modifier cette constitution sur laquelle il avait prêté serment. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle et une bonne nouvelle pour les pays africains parce que je pense que ça va faire jurisprudence. Les gens pourront désormais, je crois, au moins certaines cours constitutionnelles pourront suivre cet exemple-là pour dire à tous ceux qui veulent changer de constitution pour dire non, puisque vous avez prêté serment sur cette constitution, vous devez absolument la respecter. Voilà, c'est surtout ce qui nous manque parce que lorsqu'on prête serment sur une constitution, on jure, on connaît le contenu de cette constitution et pourquoi après on cherche à la changer. Je crois que ça va faire jurisprudence et c'est une très bonne nouvelle pour nous les Africains parce que ce sont ces changements de constitution qui sont à l'origine aussi des coups d'État que l'on assiste partout en Afrique. Merci beaucoup, M. Gaïno. Madame Miaka, on doit être M. Gaïno vient de nous dire ce qu'on apprend, mais l'impression que j'ai en Afrique, c'est un peu comme si on dit ce sont les petits pays ou les pays pauvres, comme on dit entre guillemets, hein, le Mali, le Centrafrique, la Guinée, ces pays qui n'ont pas de ressources minières, mais qui sont à la pointe un peu de l'innovation au niveau démocratique. Hein. C'est-à-dire que déjà je salue je salue la réponse, le positionnement du refus du Conseil constitutionnel, du Conseil constitutionnel de la Centrafrique. Oui. Pour moi, c'est un signal assez fort, très fort qu'on envoie.
c'est vraiment un exemple. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, hein, c'est pareil. Hein, sur la même, vous savez, c'est les changements. C'est en voulant un peu modifier à son avantage pour toujours refaire un troisième mandat et un quatrième mandat que les présidents qui viennent au pouvoir, soi-disant dans un premier moment pour changer les choses, ils viennent d'abord en tant que des modèles et finalement s'avèrent comme des bons présidents africains qui veulent s'installer et s'éterniser au pouvoir. C'est en voulant faire ça que il y a toujours eu ces problèmes, ces problèmes de mort, de violence, de troubles aux élections. C'est très, très bien. Moi, je suis vraiment fière du Conseil constitutionnel de la Centrafrique. Et pour moi, franchement, c'est un modèle. J'espère qu'ils vont maintenir leur position et que désormais, d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, comme d'autres pays, comme les autres, le Sénégal, tous ces pays-là, d'autres pays vont regarder ce signal et vont en faire autant. Je pense qu'avec avec un positionnement comme ça du Conseil constitutionnel de chaque pays, ça permettra à ce que ces présidents-là se disent d'abord respectent la Constitution, respectent le serment qu'ils ont fait au peuple et respectent le peuple. Oui. Pour moi, c'est très, très salut. J'encourage ça. Je suis complètement en phase avec et je suis vraiment, vraiment fier du Conseil constitutionnel de la Centrafrique. Merci beaucoup, Mme Miaka. Monsieur Ndion, le Conseil constitutionnel de la Centrafrique, il montre là son indépendance et sa capacité à pouvoir appliquer la loi. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'exemple qui doit être suivi un peu partout? Oui, bien pourquoi pas? Parce que il me plaît quand même de rappeler à l'ensemble de nos auditeurs et de nos auditrices que la constitution d'un pays représente l'ensemble des lois qui déterminent l'organisation et le fonctionnement des institutions de la République et qui sépare les trois pouvoirs que nous connaissons, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et donc le Conseil constitutionnel devient comme la police de la Constitution. Et donc il n'est que dans son rôle. La police peut sanctionner, la police peut approuver ou désapprouver quelque chose. Ok? Donc le fait que le Conseil constitutionnel ait désapprouvé le changement futur voulu par, comment vous l'appelez, Touadéra, c'est ça? Touadéra de la Constitution est une chose qui est conforme à la loi. De toute façon, le Conseil constitutionnel est là pour montrer, comment dirais-je, la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité du changement de la Constitution. Donc, il est dans son devoir, dans son rôle. Par contre, il faut aussi signaler que le Conseil constitutionnel peut aussi demander à ce que le peuple puisse se prononcer au cas où il y a un problème. Mais là, il s'est prononcé directement en disant que non, vous avez prêté serment sur cette Constitution en cours de jeu, vous ne pouvez pas changer les règles du jeu. On peut imaginer que dans d'autres pays, le Conseil constitutionnel a toujours suivi la volonté du pouvoir politique. Et là, on peut imaginer, on espère qu'il n'y aura pas une crise en Centrafrique d'ici peu. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de crise, justement. Nous souhaitons, parce qu'on n'en a pas besoin, surtout au Centrafrique. On n'en a pas besoin. Avec 2-3 richesses que nous avons, avec la situation que nous connaissons aussi de là-bas, il ne faut pas créer une autre instabilité sur la crise qui existe déjà. La crise économique, je parle. Donc, non. Souhaitons, prions le bon Dieu, qu'il ne puisse pas, que ce refus du Conseil constitutionnel de ne pas changer la Constitution ne puisse pas lui autoriser à son Excellence, le président Touadéra, de faire un forcing avec l'armée ou avec d'autres forces vives de la nation pour faire un coup d'État militaire ou constitutionnel. J'espère que non. Donc il va respecter l'esprit de la loi, l'esprit de la Constitution. Oui, mais je vais ajouter un mot, M. Kayus. Je voudrais tout simplement dire ceci, que d'autant plus que lorsque nos candidats, les candidats à la présidentielle, avant d'être candidats, ils lisent bien la Constitution. Ils n'ont jamais critiqué cette Constitution-là. Donc, ils la connaissent très bien. Et c'est quand ils sont au pouvoir, souvent après un mandat, un deuxième mandat, lorsqu'ils vont vers la fin du deuxième mandat, qu'ils cherchent à changer la Constitution.
C'est là ce qui est incohérent parce que si quelqu'un, au départ, quand il est candidat, il fait sa campagne, il dit, bon voilà, moi j'ai fait la campagne, cette constitution-là, je ne l'approuve pas, mais puisqu'elle existe, moi si je suis élu, je la changerai. À ce moment-là, il n'y a aucun problème parce que le peuple qui l'a voté sait déjà que ça fait partie de son programme de changer la constitution. Or, malheureusement, dans la plupart des cas, les candidats, ils ne parlent jamais de constitution, de modifier la constitution. Et même après leur premier mandat, quand ils ont le deuxième mandat, ils n'en parlent jamais. C'est à la fin ou à la mi-mandat, c'est-à-dire au deuxième mandat, qu'ils pensent changer la constitution. Vous voyez, donc c'est que la Cour constitutionnelle centrafricaine vient de faire. Je pense qu'il faut vraiment les encourager, les soutenir. C'est une bonne initiative prise pour bloquer au moins, peut-être aussi empêcher le coup d'État en Afrique de se perpétuer parce que c'est ça qui est à l'origine de nos malheurs. Ça occasionne des morts, ça occasionne l'appauvrissement du pays, ainsi de suite, avec tout son cortège de malheurs. Vous savez, les coups d'État, c'est toujours un cortège de malheurs. Tout à fait. Voilà, en une seconde, j'aimerais compléter aussi. C'est l'exemple, le bon exemple à donner ici. C'était avec paix à son âme, hein, son Excellence le président français Jacques Chirac. Il a fait un premier mandat de 7 ans, un septennat, un deuxième mandat, et dans le deuxième mandat, il a déjà dit que au premier mandat plutôt, il a déjà dit lorsqu'il faisait la campagne du deuxième mandat, il dit que 7 ans c'est trop long. Si je passe président de la République, eh bien je le réduis à 5 ans. Il est au premier mandat, s'il vous plaît. Et quand il est passé président de la République, il a réduit à 5 ans. Voilà. C'est de l'honnêteté politique, du courage politique. Tu le dis avant. Et une fois qu'il a été élu, pur et simplement, il a réduit à 5 ans et personne n'a contesté parce que c'était logique. C'était déjà dit dans la campagne électorale. Alors, moi, je lis le communiqué. La malhonnêteté politique. Pardon? Oui, allez-y. La malhonnêteté politique de nos chefs d'Africains, de nos chefs d'État africains, c'est qu'ils n'en parlent pas, comme l'a dit M. Gaïno, ils n'en parlent pas du tout au premier mandat, ils n'en parlent pas du tout au deuxième mandat, mais quand il arrive à 1 mois, 2 mois, à la fin de son mandat, vous voyez ce qui se passe en RDC là? On entend déjà du bruit, hein. On entend déjà du bruit. Il ne veut pas organiser l'élection présidentielle en 2023. Alors que la Constitution dit, quelle que soit la manière par laquelle il est arrivé au pouvoir, son Excellence Tshisekedi, Félix Tshisekedi, c'est ça, dit déjà que non, il veut faire, ils appellent ça en Zaïre, un glissement politique. C'est-à-dire s'accorder 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans de transition. Voilà. On fabrique tous les termes. Voilà, quelque chose? Ils appellent ça glissement politique. Pardon? Mme Miaka, vous voulez parler ou pas du tout? Non, mais enfin, je voulais juste je me posais la question, je me disais aussi que le problème au niveau du Conseil constitutionnel en Afrique, c'est que il y a des pays, enfin, je sais pas si c'est partout dans tous les pays d'Afrique. Chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, il est un peu lié au pouvoir, dans ce sens que c'est un peu c'est le président en exercice, enfin le président élu qui nomme le président du Conseil constitutionnel. Donc du coup, il danse un peu la même danse que le président. Donc Madame Sabine, c'est partout, hein. C'est pas seulement en Afrique. Hein. Ah ben donc dans ce cas-là, la grosse responsabilité revient à cette personne-là, même si elle est nommée par le président, pour veiller au respect de cette constitution. Donc, même quand le président lui demande de faire de la modification, il doit pas, excusez-moi, il doit pas rentrer dans la danse, quoi, je veux dire. Oui. Ça reste des institutions autonomes. Mais l'autonomie, l'indépendance de ces institutions est toujours généralement remise en cause. Parce qu'effectivement, élu par cette personne-là, c'est compliqué quand même que la personne soit indépendante. Hein. C'est ce que dit Mme Sabine, hein. Bravo Centrafrique. Parce que là, ce que je lis, ce que je lis, c'est que la Cour constitutionnelle a invalidé, a trouvé anticonstitutionnelle la commission chargée de réécrire la Constitution. Cette commission n'a aucune valeur légale juridique dans la Constitution centrafricaine. Donc, de fait, on ne peut pas réécrire la Constitution avec même une autre tentative.
Alors, on va passer à notre sujet qui est le Congo. Hein. Monsieur Ndian, question. Le Premier ministre Makosso 1 devient bientôt Makosso 2, confirmé par une lettre officielle de l'État. Alors, chose étonnante, à moins que vous puissiez nous apporter le démenti, est-ce qu'il a démissionné son gouvernement avant d'être confirmé? Écoutez, Monsieur Caius, il faut savoir que la constitution congolaise n'est pas identique à la constitution française. La constitution congolaise dit ceci, ni centrafricaine d'ailleurs. La constitution, le mode de désignation du Premier ministre au Congo est différent du mode de désignation du Premier ministre en France. Au Congo, la constitution, l'article 83 dit que le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Alors que l'article 8 de la Constitution française dit le président de la République met fin, et nomme plutôt le Premier ministre, il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Donc, voilà, c'est ça la différence. Bon, la différence, M. Ndian, vous avez bien noté, noté la différence. Vous avez bien ajouté la différence et je vous en remercie. Éclairez-moi un peu si je me trompe. Le président de la République met fin aux fonctions dans le cadre du Congo. Nomme le Premier ministre il nomme, et met fin à ses fonctions. Et il met fin. Il y a une partie qui dit qu'il peut prolonger sans mettre fin à la première législature. Oui, non, il n'y a pas une partie qui dit ça. Alors, comment on explique ça? Comment on explique ça? Comment on explique que le président de la Constitution peut ne pas mettre fin, mais peut demander au Premier ministre de lui renouveler sa confiance après une mandature et puis les législatives? Bon, on est étonné parce qu'on l'a vu avec d'autres premiers ministres quand même. On l'a vu avec M. Mwamba, je crois me souvenir, qui lui a remis sa démission, on l'a renommé. Là, vous nous dites non, c'est pas comme ça, mais on s'adapte selon les premiers ministres ou bien on écrit la Constitution selon les personnages? Non, ce n'est pas une obligation, mais c'est une prérogative. Non, mais pourquoi on l'a fait avec Mwamba? C'est une présidentielle. D'accord. Je vais vous interrompre, excusez-moi, je reviens vers vous. Oui. Monsieur Kaino, juste cette partie-là. C'est une prérogative présidentielle. Monsieur Kaino. Libre. D'accord, monsieur Ndian, je vais revenir vers vous. Excusez-moi, je vous ai interrompu votre minute. Monsieur Kaino, juste cette partie-là. Une minute si vous pouvez. Comment vous l'expliquez? Le président au Congo, sous les anciens premiers ministres, Mwamba, le plus récent, paix à son âme, il a démissionné, on l'a reconduit, on l'a confirmé, et puis là, il n'y a rien qui dit que le président confirme, il prolonge ou il renouvelle sa confiance, une espèce d'embroglio que personne ne comprend. M. Ndian explique que ce n'est pas une obligation de démissionner pour être reconduit. Oui, vous savez, dans la pratique, il y a toujours deux manières de faire. Il y a les textes, l'interprétation des textes. Lorsque dans la pratique, les premiers ministres ont pris l'habitude de remettre leur démission au président de la République avant d'être nommé ou renommé, c'est devenu une pratique qu'il faut respecter. Alors là, dans le cas dont nous parlons, là, moi, ce qui me surprend, c'est que le Premier ministre n'a pas remis sa démission et le président de la République ne lui a pas demandé non plus de démissionner. Il n'a même pas sollicité cette confiance renouvelée. Voilà, il n'a pas mis fin à ses fonctions. Alors, il le reconduit. On reconduit quelque chose. On parle bien sûr du verbe reconduire. Reconduire, c'est-à-dire le refaire une deuxième fois. Alors, si on le fait, ça veut dire que la personne n'était plus là. Je te reconduis. Mais or, la personne est toujours là. Je ne vois pas pourquoi on va parler de reconduire ou même de parler de continuité, de nomination. Non, mais il y a toujours des aberrations comme ça dans notre façon d'interpréter les textes. Je ne suis pas d'accord avec toi. Monsieur Dion, que tu sois d'accord ou pas, sauf, mais c'est le constat qui est là et c'est une vérité. Nous avions toujours commis des aberrations dans notre façon d'agir. Ça n'en est pas une. Il faut agir conformément au texte. Il faut agir conformément à la pratique que nous avons déjà initiée. Or là, nous savions tous les Congolais le savent, et ça se passe dans tous les pays. Lorsqu'on veut nommer un Premier ministre, c'est l'ancien Premier ministre qui démissionne, mais ce qui suppose, c'est la démission de son gouvernement pour pouvoir nommer d'autres membres du gouvernement. Alors là, dans le cas actuel, le Premier ministre a été reconduit sans avoir été ni démis de ses fonctions, sans avoir mis fin à ses fonctions,
Et le gouvernement, on va faire quoi? Donc, on va nommer un gouvernement où on va reconduire les mêmes. Mais regardez, il y a quand même une aberration là. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Oui, alors, M. Ndion, je vous donne la parole et puis on reprendra après M. Gaïno et Mme Miaka après. M. Ndion, allez-y. C'était juste pour éclaircir. Pour vous, il n'y a pas d'aberration. Pour vous, il n'y en a pas une. Parce que nous avons deux cas en l'espèce. Je me permets de rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices, et particulièrement à mon co-débatteur, M. Gaïno, il s'agit ici des suites d'une élection législative. Ce n'est pas des suites d'une élection présidentielle. Une fois de plus, je rappelle la Constitution. La Constitution est claire là-dessus. Au Congo, l'article 83 dit que le président de la République nomme. Et après lui-même aussi, il met fin à ses fonctions. Si tel n'est pas le cas en France. En France, automatiquement, non seulement il nomme, il met fin, mais le Premier ministre doit présenter sa lettre de démission. Ça c'est un. Maintenant de deux. Mais laisse-moi parler quand même. De deux. Nous sommes suite à une élection législative où au Congo, selon la Constitution, le président de la République n'a pas l'obligation, s'il vous plaît, il n'a pas l'obligation de demander au Premier ministre de remettre sa démission. Il n'en a pas. C'est pas constitutionnel. La question de savoir, puisque tu as bien dit que la Constitution dit ceci, il nomme et il met fin. Et maintenant, la question, c'est de nommer. Est-ce qu'il a mis fin avant de nommer? Non, il n'est pas. Justement, au Congo, la révocation du Premier ministre n'est pas conditionnée par sa démission préalable. Dans ce cas, si on ne met pas fin, alors, donc on ne reconduit pas, puisque c'est la continuité. Comment voulez-vous reconduire, sortir un texte alors que tu n'as pas mis fin à ses fonctions? Mais tout à l'heure, là, tu étais très subtil quand tu as parlé de l'interprétation de la loi. Là, nous sommes dans le cadre de l'interprétation de la loi. C'est-à-dire, il est évident qu'après un grand rendez-vous comme les élections législatives, un grand rendez-vous comme les législations, l'élection législative, comme l'élection présidentielle, on nomme un nouveau Premier ministre. Mais on nous dit que dans notre cas... D'accord, mais la question, M. Ndion, on va essayer de donner un peu de s'il vous plaît. Il n'est pas obligé. D'accord. Laissons un peu le regard de Mme Sabine, de Mme Miaka. M. Ndion, Mme Miaka. Oui. Votre regard, Mme Miaka, votre regard sur ce qui se passe, sans parler du cas d'autres pays. Est-ce que pour vous... Il faut parler conformément à la loi, il ne faut pas parler par rapport à sa propre interprétation. Oui, Mme Miaka, qu'est-ce que vous pensez, vous, de voir qu'on reconduit un Premier ministre au sortir d'une élection municipale législative? On lui dit, on vous renouvelle la confiance, on ne sait pas pourquoi en ce cas-là, et puis on lui dit, formez un nouveau gouvernement. Pourquoi? Parce qu'un renouvellement, déjà, c'est un renouvellement de confiance pour un travail bien accompli, pour avoir bien travaillé, répondu aux attentes enfin, c'est vraiment une marque de confiance pour continuer à faire ce qu'on a fait de bien. C'est ça sert de faire un renouvellement. Donc, le président qui renouvelle, qui renomme le Premier ministre, c'est l'Afrique, hein. Non, mais je pense que M. Ndion donne une piste. En fait, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de cette situation. Donc, M. Ndion donne une piste. Ce n'est pas obligatoire, il n'y a rien qui impose, mais il y a des précédents. Il y a des précédents qui font que en se basant sur les précédents qui deviennent, on va dire, une tradition, même de manière assez officielle. Les Anglais appellent ça une jurisprudence. Les anciens premiers ministres démissionnaient avant d'être reconduits, avant qu'on leur renouvelle la confiance. Et là, on a un nouveau cas où le Premier ministre n'a pas ça. La tradition a été stoppée. Monsieur Ndion, vous dites que c'est normal. Non, mais je dis ceci. La Constitution dit que le président de la République n'est pas conditionné, n'est pas obligé de révoquer d'abord le Premier ministre, demander. Mais pourquoi les autres l'ont fait avec le même président? On n'a pas un nouveau président, M. Ndion. M. Ndion, on n'a pas un nouveau président, on a le même président et on a une règle qui change en cours de jeu.
Comment on explique ça? Non, la règle de jeu n'est pas en Et cours. Non, pourquoi ne du pas tout. avoir Je accepté peux ça pas dès le dire ça. début? Non, je ne peux pas te laisser dire ça, M. Cayus. La règle de jeu, la constitution congolaise n'a pas changé en cours de jeu. Alors pourquoi M. Mwamba le faisait avant? Monsieur Makosso, non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il est connu de tout le monde, selon la constitution congolaise, les constitutions qui se sont succédées, qu'après une élection législative ou après une élection présidentielle, ipso facto, il a toujours la nomination d'un nouveau gouvernement. Mais on stipule bien que le président de la République n'est pas obligé, n'est pas conditionné à demander au Premier ministre de lui remettre une lettre de démission. Monsieur On ne Gaïno, demande allez-y. pas plus au président de la République de le révoquer. Il est libre de le renommer, comme il est libre de ne pas le reconduire. Mais par rapport à la confiance qu'il lui accorde, eh bien, il l'a reconduit. D'accord. Monsieur Gaïno, et puis on va passer au sujet. Pardon. Oui, allez-y. Pardon, c'est une question que je pose pour que nos auditeurs puissent mieux comprendre. Monsieur Dion, tout à l'heure, Madame Sabine, quand elle parlait de la confiance, le renouvellement de la confiance. Si on renouvelle pour une deuxième fois, ça veut dire que j'ai confiance. Donc, en ce moment-là, si le président de la République avait dit j'ai confiance au Premier ministre, j'arrête là. Là, d'accord, on ne le renomme pas. Il affirme sa confiance en lui. Or là, le problème, c'est que il est reconduit avec la mission de nommer un gouvernement. Mais comment on va nommer un gouvernement qui n'a pas démissionné, les membres du gouvernement n'ont pas démissionné aussi. Donc, il n'y a pas eu de démission globale. On renouvelle la confiance au Premier ministre, d'accord, mais on lui demande encore de nommer un nouveau gouvernement. Mais c'est là... Monsieur Gaïno, tu es d'accord avec moi que là, tu es dans le domaine de l'interprétation? Non, je ne suis pas dans le domaine, non. Mais oui, mais lorsqu'on nomme un nouveau Premier ministre, on considère ipso facto que on lui enjoint la tâche de mais c'est pas un nouveau, là, c'est ce qu'on vous dit, monsieur Ndian. Mais c'est pas un nouveau, là. Là, on renouvelle la confiance au Premier ministre. Monsieur Ndian, si on renouvelle la confiance au Premier ministre, ça veut dire qu'on renouvelle la confiance à son équipe. Point à la ligne. Voilà. Écoutez. C'est ce que ça veut dire, ça, monsieur Ndian. C'est automatique. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi changer encore pourquoi demander qu'il change l'équipe? On lui a dit, il est demandé au Premier ministre à qui on a renouvelé la confiance de recomposer, de restructurer, de proposer une nouvelle équipe. Il est libre. Il peut reconduire la totalité du gouvernement comme il peut enlever un ou deux. C'est à lui de voir. Le problème, c'est puisque c'est un prérogative constitutionnelle. Monsieur Dion, il est tout seul en train de souffrir. Hein. Il est tout seul là. Il faut laisser un peu souffler. Oui. Je voudrais savoir à quel but un gouvernement, c'est-à-dire un président, qui n'a pas eu de nouvelles élections, qui n'est pas dans un nouveau mandat, dans quel but il renouvelle sa confiance au même gouvernement, enfin, sans passer par la case, enfin, simplement renouveler. C'est dans quel contexte il l'a fait? C'est ça Madame Sabine, avec tout le respect que je vous dois, je me permets de vous rappeler seulement une évidence. Il y a 2-3 mois, c'est ça? Oui. Il y a 2-3 mois, une première ministre, pour la deuxième fois en France depuis la Ve République, avant c'était Edith Cresson, là nous avons Madame, comment vous l'appelez là? Madame Borne. Madame Borne. Madame Borne qui a été élue, qui a été nommée, c'est ça, hein, nommée première ministre par Emmanuel Macron, et 2 mois après, il y a eu les élections législatives en France. Vous le savez? Et il a renouvelé sa confiance à Madame Borne pour reconduire, pour refaire encore un autre. C'était pour quelle raison? C'est la confiance, c'est tout. Le président Denis Sassou Nguesso. Vous dites qu'il ne faut pas comparer, monsieur Ndian. Vous dites qu'il ne faut pas comparer la France et le Congo. Puis là, vous comparez encore le Congo et la France. Mais non, mais parce que, non, je réponds par rapport à on est d'accord. L'argumentaire de Mme Sabine. Parce que Mme Sabine dit, je ne comprends pas pourquoi le président de la République a reconduit bien encore confiance. D'accord, monsieur Gaïno, on ne pourra pas terminer le sujet ce soir. Monsieur Gaïno, excusez-moi. Il faut qu'on passe à d'autres sujets. Monsieur Ndion, pardon. Elle avait remis sa démission avant qu'on... Mais c'est la condition française. Et si M. Emmanuel Macron l'a reconduite, mais c'est parce qu'il a confiance en cette femme-là. Mais oui, mais c'est la même chose comme le président Denis Sassou Nguesso. Il a confiance à son excellence, M. Emmanuel Macron. On peut s'entendre, s'il vous plaît. On peut s'entendre, s'il vous plaît. Monsieur Ndion, on est d'accord que la conduite du mandat ou de la mission de Mme Borne a été faite dans les règles de l'art, c'est-à-dire que elle a d'abord remis sa lettre et ensuite il a reconduite.
conformément à la Constitution française. Oui, mais attends, mais pourquoi alors dans ce cas-là, M. Dion? Pourquoi mais nous n'avons pas le même. La Constitution n'est pas identique, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Elle n'est pas identique. En France, il faut remettre une lettre, mais pas au Congo. Monsieur Dion, s'il te plaît. Le gouvernement n'a pas démissionné. Le Premier ministre n'a pas démissionné. Le gouvernement n'a pas démissionné. Bon, on est d'accord là-dessus. Oui ou non? Oui, on est d'accord. D'accord. Donc, le gouvernement n'a pas démissionné. En ce moment-là, le président aurait pu demander au ministre qu'il va enlever de déposer leur démission. Or, dans le cas actuel, dans le cas dont nous parlons, le président n'a pas demandé au ministre qu'il va enlever de déposer leur démission. Il a demandé au Premier ministre qu'il a reconduit, le mot reconduire, qu'il a reconduit de nommer un gouvernement, de nommer. Oui. Donc ça veut dire que si on lui demande de nommer, on nomme parce que ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gouvernement, il va nommer un gouvernement, un autre. Voilà. Monsieur Gaïno, je continue et je persiste en vous disant que c'est conforme à la Constitution. S'il vous plaît, excusez-moi, il faut qu'on passe à l'autre sujet. On a compris vos arguments, on n'arrivera pas à un accord. On passe à l'autre sujet, le Gabon et le Congo se sont retrouvés en... Monsieur Cayus, s'il vous plaît, monsieur Gaïno, il faut qu'on avance. On était d'accord qu'on doit avancer. Oui, d'accord, on va avancer. S'il vous plaît. Mais le problème, c'est que pour nous, c'est les auditeurs qui nous intéressent, pas être en accord avec M. Dion qui nous l'évident. C'est constitutionnel, il n'y aura pas d'accord. Anti-constitutionnel. Le but, c'est d'expliquer ces arguments. Autrement dit, le Conseil constitutionnel se fera un point de vue. Alors, sujet suivant, Gabon-Congo, petit-fils, fils, on a assisté à la venue en Angleterre, au Royaume-Uni du président gabonais Ali Bongo, qui est venu avec son fils, et le président congolais qui est venu avec son petit-fils, qui se trouve que c'est le fils du président Omar Bongo, père son âme, et le petit-fils, on le sent, on le comprend, on analyse, on observe, il semble s'afficher de plus en plus, certains lui prêtent des intentions d'être candidat à la présidentielle du Gabon, et certains prennent des intentions au président gabonais de vouloir mettre son fils. Moi, je vais poser une question à vous tous. Encore une fois, la reine d'Angleterre était une monarque parce qu'elle a hérité et que ça s'est passé et l'Angleterre l'a accepté. Est-ce qu'on accepte, est-ce que les Africains ou l'Afrique centrale ou la France-Afrique, les pays francophones, ne sont pas en train de nous imposer des nouvelles monarchies modernes? Ça, c'est une très bonne question, ça, Cayus. Tu es vraiment très bien inspiré. Moi, mon raisonnement est basé, je dis ça en 2 minutes. Hein. Après, Madame Sabine va réagir ou Monsieur Gaïno. Moi, mon raisonnement est basé sur la loi, notamment la Constitution. Est-ce que le fils, constitutionnellement parlant, le fils de son Excellence Monsieur Ali Bongo, est-ce que le petit-fils de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, est-ce que constitutionnellement parlant, ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit d'être des futurs candidats aux futures élections présidentielles? Encore que là, on leur prête que des intentions. Hein. On n'est pas encore arrivé là. Ils ne se sont pas encore prononcés. Mais restons sur les intentions. La constitution gabonaise ne leur interdit pas d'être des candidats. Donc, sur ce point, la discussion, le débat n'existe pas. Ils sont libres, ils peuvent être candidats. Il est où le problème? Bon, maintenant, si chacun veut positionner, si son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, là, je lui prête des intentions, hein, il veut positionner son petit-fils. Et si son Excellence M. Ali Bongo veut positionner son propre fils, parce que bon, physiquement, on voit quand même, il est diminué tout et tout, dès lors que c'est pas anticonstitutionnel, dès lors que c'est des citoyens gabonais qui répondent à toute la critériologie, moi, je vois pas le problème. Je m'arrête là pour l'instant. Monsieur Ndion, avant que vous ne partiez, il vous reste 1 minute 40, je vous pose une question. Je vais poser une question. Avec quel argent ils font leur campagne pour être candidats aux élections, comme tous les Congolais, comme tous les Gabonais? Ou est-ce qu'ils profitent de l'argent de l'État et de leur position sociale pour se permettre de faire des campagnes? Monsieur Cayus, ça c'est une très bonne question aussi. Qu'est-ce que tu es inspiré aujourd'hui? Très bonne question. Nous sommes en Afrique, je te rappelle, encore l'Afrique francophone. On utilise 2 manières pour financer les campagnes. 1, si le candidat est membre d'un parti politique, le parti politique dispose d'une trésorerie qui lui permet de financer la campagne de son candidat. S'il n'a pas une trésorerie, il peut organiser des quêtes.
spécial pour pouvoir donner de l'argent à son candidat pour financer sa campagne. Troisièmement, je ne maîtrise pas la constitution. Donc on peut voir des valises traverser les frontières comme on a vu avec le président de l'Assemblée nationale. Là, tu es dans la spéculation. J'essaie d'analyser. Hein. Je ne maîtrise pas la constitution gabonaise. Je ne sais pas que prévoit la constitution gabonaise sur le chapitre concernant le financement des campagnes électorales. La question est simple, monsieur Ndian. Est-ce que vous pensez que... Attends, j'arrive. Laisse-moi terminer juste en une phrase. J'atterris en disant ceci. Toujours est-il, quel que soit le budget que le gouvernement, que la loi, que la Constitution mettra à la disposition du candidat, quel que soit le budget que le parti du candidat mettra à sa disposition, le candidat lui-même doit disposer aussi d'un minimum. En Afrique, c'est comme ça. Donc on est bien d'accord que les enfants et les petits-fils bénéficient des deniers publics de l'État. Monsieur, Madame Sabine Miaka, question. Ça, c'est votre affirmation. Madame Miaka. Elle vous appartient. Merci. Madame Miaka, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Afrique, certains pays africains, on ne voit pas dans les pays anglophones, hein, dans les pays francophones de la zone française, on se demande si la France voit exactement ce qui se passe ou elle ne voit pas. Est-ce que les dynasties, les oligarques, on le voit désormais, il y a un Congolais qu'on appelle monsieur Peya Ibarra, il appelle ça la parentocratie. Est-ce qu'on est en train d'assister comme ça, béant, à ça? Les enfants, les petits-enfants, les grands-enfants, les tantes, les neveux, c'est eux qui occupent les positions, c'est eux qui occupent les positions. Les autres n'ont rien à faire, accompagnez-nous, circulez, ou taisez-vous, ou allez en exil, mais nous, on va gérer le pays. Est-ce que c'est ça, en fait, la France-Afrique ou la francophonie africaine? C'est-à-dire que pour moi, les anciens colonisateurs, en tout cas en l'occurrence la France pour nous les pays francophones, je pense qu'ils sont en train d'installer un nouveau modèle de gouvernance qui puisse leur permettre de demeurer dans leur confort. La preuve, c'est pas des gens qui critiquent quand il y a ce genre de phénomène où il y a une dynastie qui prend le pouvoir dans un pays. Là, ils sont pas contre, hein. Ils parlent pas, ils sont pas contre. Au contraire, ils font comme si ils n'entendent pas, parce que dans tous les cas, ce que la France en réalité n'a pas validé, ça peut pas se faire en Afrique, parce que Ali Bongo aujourd'hui. Vous savez que la constitution du Gabon a été modifiée de façon à ce que quelqu'un puisse avoir la possibilité de briguer le poste présidentiel à l'âge de la majorité qui est 18 ans. Ils l'ont baissé jusqu'à 18 ans. Ces deux fils, il y en a un qui a 25 et le deuxième, il a 16 ans. Ça veut dire dans tous les cas, l'un de ces deux fils sera forcément éligible à briguer les présidentielles s'il le veut. Pour moi, la France est en train d'instituer cette nouvelle façon de gouverner, qui a aussi bien envoyé des personnes qui sont pas forcément de souche dans un pays pour le gouverner, pour avoir moins de sentiments, moins d'estime quand la population crève. Je pense que c'est une stratégie de la France. C'est une stratégie et ça ne profite qu'à leurs intérêts. Oui, mais les populations africaines elles sont passives. Elles sont passives et elles acceptent. Elles ne font qu'accompagner ce mouvement. Mais Monsieur Caillus, justement, c'est subtil. Parce que où c'est subtil, c'est que aujourd'hui, on n'entend pas parler de la France. On prend le cas du Gabon. Ali Bongo est en train de faire de façon très subtile, très stratégique. Il est en train de mettre en vue ses enfants parce qu'il a peut-être dans sa petite tête, dans le petit coin de sa tête, forcément le projet d'en mettre un comme candidat pour le poste présidentiel. C'est subtil, mais où c'est subtil, c'est que ce Ali Bongo, s'il veut le faire, il a le soutien de la France. La France est toujours en retrait. Donc, les gens le font subtilement. La population ne se rend pas compte. Le temps de se rendre compte, c'est déjà le fait, déjà là, ils le vivent.
Donc, c'est vrai, c'est à nous de prendre nos destins en main. Donc, parfois, quand il y a des situations comme ça qui arrivent, c'est à nous aussi, notre destin qu'on prend en main, de les dénoncer, d'en parler pour que la population soit plus vigilante, pour que ça soit leur choix. S'ils veulent mettre le fils d'Ali Bongo, ça soit leur choix, que ça ne soit pas quelque chose qu'on leur impose. Mais il faudrait qu'on les éclaire, qu'on en parle. Donc, oui, la population peut se lever, mais enfin, peut en parler, peut prendre ses responsabilités si elle le sait. Et c'est nous aussi, c'est à nous de leur permettre de le savoir. Hein? Par l'émission, par la radio Bakambi, comme ça, on en parle. Ils savent que si demain le fils d'Ali Bongo est président, voilà, ils savent qu'ils peuvent choisir s'ils veulent le voter ou pas, ou s'ils acceptent déjà même qu'il soit candidat ou pas. Là, le choix, c'est entre le petit-fils et le fils. Hein. C'est plutôt ça maintenant, désormais. C'est un peu ce qu'on impose aux Gabonais aujourd'hui. Monsieur Gaïno. C'est malheureux. C'est comme si c'était la dynastie. C'est-à-dire, c'est comme si le Gabon n'a pas le choix que de se faire gouverner que par la famille Bongo. C'est malheureux. C'est malheureux qu'on a l'impression que c'est comme si c'était leur propriété privée, le Gabon. Si c'est pas le fils, c'est le fils. Et si c'est pas le père, c'est le fils. Si c'est pas le fils, c'est le petit-fils. Mais c'est malheureux pour le peuple gabonais. Mais il faut qu'ils sachent pour que eux-mêmes ils acceptent s'ils veulent réellement du fils ou du petit-fils comme président, pour qu'ils anticipent les choses. Oui. Monsieur Gaïno, oui. Le choix, c'est désormais ça. C'est ou la fille, ou le fils, ou le petit-fils, ou le neveu, ou le cousin. Ça tourne autour de ces mêmes familles partout, c'est ça. On sait qu'au Cameroun, le fils Biya s'est positionné. On sait qu'au Togo, c'est le maintien. Le Congo, c'est possible, c'est pas très loin. Bon, Tshisekedi, c'est peut-être une parenthèse. Kabila va revenir sûrement. Alors, c'est quoi la solution pour que aujourd'hui l'Afrique s'en sorte? Est-ce que l'opposition africaine, elle est complice, tout simplement, parce qu'elle n'existe pas? Monsieur Caius, ça m'amuse un peu cette question. Pourquoi? Parce que j'ai entendu surtout les explications de Monsieur Gabriel Dion. Ça m'amuse parce que ce que vous dites, le fils ou le petit-fils, la réponse est simple, c'est qu'on est en train de transformer ces pays-là en empire. Vous savez, récemment, il y a un président africain qui a traité son homologue d'empereur. Qu'est-ce qu'un empereur? Un empereur, c'est un titre monarchique et donc parfois même héréditaire. Vous voyez, donc lorsqu'on dit que vous êtes un empereur, ça veut dire que vous n'êtes qu'un monarque. Et dans d'autres pays du monde, ça allait provoquer un incident diplomatique. Mais chez nous, ça passe comme une lettre à la poste. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à la transformation de nos pays en empire. On amène les petits-fils, on amène les fils. Mais dans quelle constitution, dans quel pays? Parce que j'entends les gens dire, en Afrique, l'Afrique ne doit pas évoluer indépendamment, ne doit pas suivre une évolution seule. Nous avions les autres continents, on doit suivre les autres continents. Comment les autres continents évoluent? Comment les pays de ces autres pays-là et de ces autres continents-là évoluent? Nous, on veut suivre l'évolution européenne ou d'autres pays, mais en même temps, dans notre pratique, on est en train de reculer sans le savoir. Vous voyez, moi, je vais vous rappeler tout simplement que M. Valls, au cours d'un voyage, avait remboursé le billet de son fils qu'il avait amené dans l'avion avec lui. Mais lorsque vous trouvez ces empereurs qui amènent leur fils ou leur petit-fils, on se pose la question. Parce qu'on est déjà dans un empire, parce que normalement, seule la femme du président a droit. On amène les fils et les petits-fils aux frais de l'État de leur propre pays. Donc, vous voyez, nous sommes là, dans ce contexte-là, où on est empereur et on se comporte comme un souverain. Donc, on fait ce que l'on veut, on s'approprie le pays et on peut faire tout ce que l'on veut. Voilà. Moi, je m'inscris en faux sur cet argument-là. Hein. Je m'inscris en faux par rapport à cet argument de M. Gaïno. Monsieur Ndion, tu te permets de m'interrompre, mais laisse-moi te dire, tu peux me donner la définition d'un empereur? Ce n'est pas un monarque? Bon, est-ce que ça peut être dit en Afrique?
Voilà, est-ce que M. Gaïno, tu es vraiment sérieux là? Tu penses qu'en Afrique, il y a un empire? Un seul? Tu peux me donner un seul exemple d'empire qu'il y a en Afrique? C'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce que tu es sérieux là, M. Gaïno? Une plaisanterie. Ça a été dit par deux présidents, M. Alpha Condé et M. Ouattara. Deux présidents qui sont des copains, qui sont des amis, en pleine cérémonie officielle. C'est une cérémonie officielle, M. Ndian. Soyons sérieux. Tu es quand même un grand intellectuel. Tu fais quand même des analyses au premier, au deuxième, au troisième degré quand même. Soyons sérieux. Revenons à nos moutons, s'il vous plaît, M. Cayus. Je me permets quand même de nuancer l'analyse ici sur la francophonie. Moi, je me dis ceci. Pour le cas du Gabon, vous faites quand même un peu attention. C'est vrai. M. Ndian, oui. Vous n'avez pas laissé M. Gaïno finir. Il réclame la parole. Est-ce qu'on peut le laisser terminer? Je lui redonne la parole. Oui, redonnez-lui la parole, mais je vais lui répondre quand même. Hein. Oui. Je vais répondre à M. Gaïno, allez-y terminer, s'il vous plaît. On ne vous a jamais appris à débattre. Moi, je crois qu'il faut d'abord écouter. Si mes arguments sont faux, vous avez le temps de reprendre la parole puisqu'on vous la donne librement. Mais moi, je suis un spécialiste du débat. Je vous apprends. Ah, mais apprenez à débattre parce qu'on dirait que vous n'êtes pas. Je débat avec vous pendant des années. Vous le savez. Oui, mais je vais vous dire tout simplement qu'il y a des blagues, il y a des choses qui sont sérieuses. Et je ne vois pas quelqu'un qui va dire quelque chose publiquement qui va dire c'était une blague. Non, monsieur Ndian. Arrêtons un peu de dire n'importe quoi. Les gens nous écoutent, ils réfléchissent. Comment voulez-vous? Aujourd'hui, vous êtes en train de justifier, vous avez dit, moi je lis ce que vous avez écrit. Vous avez dit que, voilà, vous avez dit, le fils ou le petit-fils n'ont-ils pas droit d'être candidat aux élections présidentielles? Mais ce n'est pas ce qu'on a dit. Pourtant, moi, je ne vous ai pas interrompu, je vous ai entendu dire ça. Est-ce qu'on parlait des élections présidentielles? Est-ce qu'on parlait de leur droit à ne pas se présenter? Mais est-ce que là, il s'agit de droit là? Et de quel droit ils doivent voyager avec le président aux frais des États de ces pays-là? Ne voit pas qu'on fait de ces pays-là leur propre affaire. Parce que quand on voyage, on amène son oncle, on amène son fils, ça veut dire que je n'ai de compte à rendre à personne. Voilà ce que ça signifie, M. Ndian. Apprenez à bien gouverner quand même. Suivez les exemples des autres. Si les autres pays ont évolué, c'est parce qu'ils se comportent bien. Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on se pose cette question si on veut léguer le pouvoir absolument à son fils. C'est ce qu'on appelle les empires. Aujourd'hui, le candidat, tous les citoyens ont le droit de se présenter. Mais là, quand on voit la manière comment se manipuler en Afrique, c'est-à-dire qu'on est en train d'aller vers ce qu'on appelle les empires. Donc, de père en fils, comme le cas de Libreville, Madame a bien dit. Pourquoi le Gabon ne devrait être commandé que par les Bongo? Pourquoi? Et comment cela se fait, cette transition-là? Est-ce que c'est parce que le fils de Bongo ou le petit-fils de Bongo dit « moi, je vais être candidat », personne ne lui empêche? Mais dans quelles conditions? Est-ce qu'ils sont placés dans les mêmes conditions que les Gabonais? Ou bien on va encore tripatouiller tout pour le faire passer? Mais on peut quand même te répondre, hein, quand même. Monsieur Kayus, on peut quand même lui répondre. Oui, allez-y, monsieur Gaïno, vous avez terminé pour qu'il puisse répondre et qu'on passe à d'autres sujets, s'il vous plaît. Donnez-lui la parole parce qu'il n'a jamais répondu, il va encore répondre. Bon. D'accord, monsieur Ndian, vous avez la parole, allez-y. Je me permets quand même de rappeler à M. Gaïno que jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, là, au moment où nous sommes en train d'émettre sur les ondes de la radio Bakambi, nous sommes encore sur le niveau de la spéculation. Parce que ni le petit-fils de Bongo, ni le fils de Bongo, personne ne s'est prononcé comme futur candidat à l'élection présidentielle. C'est de la spéculation. Ça, c'est de 1. Bon, ce sont des analyses, M. Ndian. Toutes les analyses montrent que c'est le cas. À moins qu'à vouloir rester dans la spéculation officielle, on peut prendre ça comme de la spéculation, mais officiellement, de plus en plus, les signes le montrent. Allez-y, d'accord, allez-y. Allez-y. Voilà, là, vous m'avez encore interrompu, mais c'est pas grave. Allez-y. Je me permets de vous dire que jusqu'à maintenant, cela peut s'avérer de... Monsieur Gaïno, laissez terminer, s'il vous plaît. Pour l'instant, c'est de la spéculation. Pour l'instant, c'est des raccourcis de M. Gaïno. Maintenant, demain, si le petit-fils de Denis Sassou Nguesso, le fils de Ali Bongo, se prononce comme candidat à l'élection présidentielle, cela n'empêche pas les Gabonais, les autres partis politiques du Gabon, de se prononcer aussi, d'avoir aussi des candidatures. Soyons sérieux. La constitution gabonaise ne l'interdit pas du tout. Et maintenant, ça sera le jeu démocratique. Laissez-moi parler quand même.
laissez-moi terminer. Ça sera le jeu démocratique des urnes qui va déterminer. M. Gaïno, essayez de parler, s'il vous plaît, M. Gaïno. Et le fils de Ali Bongo qui va gagner. Ou le petit-fils de M. Denis Sassou Nguesso qui va gagner. Ça, c'est la voie des urnes. M. Gaïno, M. Ndion, la question qu'on vous pose, c'est est-ce que en Afrique, dans les pays francophones, on va continuer à accepter seulement les fils au président, les petits-fils, les nièces, les cousines? Il n'y a que eux qui doivent diriger ces pays-là. Mais non, mais c'est écrit où qu'on doit continuer seulement? C'est ce qui se passe, M. Ndion. C'est ce qui se passe. Non. C'est pas une généralité, c'est dans 3, 4, 5 pays que nous avons vu, le père est parti et le fils a remplacé. Ok, mais il y a le jeu de la démocratie qui est là aussi. Moi, je me permets de nuancer quand même cette analyse sur le cas du Gabon. Écoutons bien, M. Caius. Sur le cas du Gabon, il y a quand même une nuance à faire. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la francophonie. Je me permets quand même de dire ceci. Son Excellence, le président Ali Bongo, vous le savez très bien, a pris une décision qui est historique, hein, faire en sorte que le Gabon sorte de la francophonie pour être membre du Commonwealth. Vous le savez très bien. Et donc, le fait, comme vous le dites, il veut positionner son fils pour devenir peut-être un futur candidat à l'élection présidentielle, un futur président du Gabon. Est-ce que cela relève de la francophonie ou cela relève d'une stratégie personnelle pour assurer ses arrières ou sa sécurité? Ça, c'est une question, hein, qu'on peut se poser. On peut pas dire tout de suite que ça relève tout de suite de la francophonie. Parce qu'il veut sortir de la francophonie, justement. Il veut plus dépendre de la France. On peut te poser une question? Oui, allez-y. Simple question. Hein. Tu peux peut-être répondre en nous disant, quand le petit-fils ou le fils de, je ne sais pas moi, de Bongo ou de Sassou vont en Angleterre, ont-ils payé leur billet? Ou à titre de qui? Sur quel est leur titre pour aller là-bas? Ont-ils payé leur billet? Mais justement, je te pose la question, tu vas me répondre. Tout à fait, je vais te répondre. Ont-ils payé leur billet ou à quel titre vont-ils là-bas? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'un État fonctionne, qu'à une représentation quelque part, on prend ses neveux, ses petits-fils, ses parents, on les met dans l'avion de l'État et puis on les promène? C'est comme ça que ça fonctionne? Je peux te répondre? Bien sûr. Je le ferai en 2 temps. Le premier temps est le suivant. Pourquoi vous êtes obligé de comparer le fonctionnement des États occidentaux au fonctionnement des États africains? Nous sommes dans une situation de deuil, une situation nécrologique. Non, mais vous me posez une question, mais non, vous ne me laissez pas répondre. C'est curieux quand même, monsieur Gaïnou. Ne comparons pas l'incomparable. Il y a des habitudes en Afrique qui ne sont pas les mêmes en Europe. Eux, ils ont commencé comme ça. Quelles sont des bonnes habitudes? On va parler de pratiques, monsieur Ndion. Ce sont des bonnes pratiques. Oui. Vous voulez dire que ce sont des bonnes pratiques? Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Pour l'instant, il y a ce cas qui s'est vu, mais on ne peut pas prendre en partie, M. Gaïno, soyez quand même un peu, je vais dire, un peu souple. C'est pas parce que on a vu le petit-fils de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso dans la délégation, que tout de suite, généraliser pour dire que non, la République ne fonctionne pas. Qui lui a payé le billet? Mais non, c'est un seul exemple. Bon, on va passer la parole à Mme Miaka et puis on va passer à l'autre sujet. Mme Miaka, excusez-moi, mais je sais que vous avez plutôt... Aujourd'hui, vous êtes un peu fatiguée, un peu grippée. Mais vous suivez le débat? Vous comprenez? C'est quoi votre analyse? Quand vous entendez M. Ndion, M. Gaïno? Vous n'allez pas entendre quand je vais parler, c'est ma gorge, j'ai commencé à perdre la voix. Bon alors, Madame Miaka, on va vous laisser. Désolé. Ne forcez pas. Ne forcez pas. De l'eau chaude avec du citron. Hein. Ne forcez pas, Madame Miaka. Comment? Ne forcez pas. Chaude, le citron, le miel. Et ne parlez plus. Ne parlez plus. D'accord. Donnez votre temps. Il faut vous chauffer. Alors maintenant, on va passer. Je prends votre temps. On va passer à l'autre question. On va faire l'actualité aujourd'hui. Ce sera notre dernière question. Et le débat, on essaierait de faire le thème plus tard avec les autres, si possible. Hein. À moins que vous voulez qu'on le fasse, le débat. Bon, on va faire la prochaine fois. D'accord. Bon, on va donc terminer sur cette question. Hein. Vous l'avez vu, on lisait tout à l'heure. La Guinée, Ouattara,
aurait décidé de réunir d'urgence un conseil privé, c'est comme ça qu'on le dit, hein, aux Nations Unies, parce qu'il y avait le sommet des Nations Unies. Et là, dans ce sommet, ils avaient pour, en fait, on semblait percevoir qu'il y avait une volonté farouche du président ivoirien de vouloir sanctionner une nouvelle fois la Guinée et en ajoutant dans le package plutôt de sanctionner le Mali et en emmenant avec la Guinée pour ne pas dire que bon, nous on a sanctionné que le but c'était que de sanctionner le Mali. Malheureusement pour lui, ils sortent de ce sommet, il n'y a que la Guinée qui est sanctionnée, pas le Mali. Et les sanctions de la Guinée vont être progressives. Ce qui veut dire que le problème des militaires reste encore posé, reste entier. Monsieur Dian, est-ce que, encore une fois, on parle souvent de France-Afrique, on parle souvent d'éléphants, d'empereurs. Celui qui a appelé l'empereur en premier, c'est monsieur Ouattara. Est-ce que lui-même n'est pas un empereur dans la zone ouest africaine où il impose une fois de plus, là, c'est un très bon exemple de la France-Afrique. Là, c'est un très bon exemple. Ceux qui ne connaissent pas ce concept-là, par cet exemple-là, ils vont le comprendre. Ça, son Excellence, monsieur Alassane Ouattara, montre une fois de plus que c'est une véritable marionnette de la France. Dieu merci, il n'a pas réussi son coup totalement que partiellement. Parce qu'il a réussi à faire passer les mesures contre la Guinée, un pays frère, un pays front, c'est terrible, hein, et il n'a pas réussi avec le Mali, parce que les preuves apportées par le ministre des Affaires étrangères, je pense c'est lui qui représente le Mali là-bas, sont tellement irréfutables, à tel point qu'il a estimé, les Nations Unies ont estimé que non, c'est pas la peine de poser ce problème-là parce que le Mali aura raison. Qu'à cela ne tienne, je dis une fois de plus que c'est pas sérieux de la part de Alassane Ouattara d'adopter ce comportement-là. Un Africain qui est contre un Africain. C'est terrible ça. Ça, c'est vraiment le fruit de la France-Afrique. Faire tout pour faire échouer la politique de la Guinée, faire tout pour donc briser tous les esprits des chefs d'État qui veulent emboîter le pas ou qui veulent aller vers le sens de l'autonomisation, de l'indépendance, de leur propre développement socio-économique. Ça, c'est terrible. Eh bien, ce comportement-là, c'est un comportement à condamner ouvertement, de telle sorte qu'aucun autre président ne puisse suivre cet exemple-là. Ça, c'est un mauvais exemple de président africain qui est de mèche avec l'ancien colonisateur, sinon le colonisateur, puisque sur le plan économique, nous sommes toujours colonisés, et qui lutte, qui combat son propre frère africain. C'est dommage. Mais est-ce que c'est pas aussi, excusez-moi, il n'y a pas une volonté aussi de montrer là que on parle beaucoup de la France-Afrique, mais il y a peut-être aussi, je vais peut-être créer ou inventer un mot, un Afro-Afrique. Avec, à l'époque, on parlait de Houphouët-Boigny qui avait une influence dans sa zone de la Ouest africaine, et Ouattara veut aussi garder cette influence ivoirienne, un peu comme le maître de l'Afrique de l'Ouest avec le Sénégal. C'est un peu eux qui donnent la loi aujourd'hui, qui font la loi dans cette zone. C'est vrai que sur le plan économique, c'est la première puissance de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Et il peut en profiter pour assurer un peu un certain leadership sur le plan économique et avoir des retombées politiques et faire ce qu'il est en train de faire là. Oui. Il croit que c'est la police, il croit que c'est le gendarme de l'Afrique de l'Ouest, dire ce qu'il veut dire, faire ce qu'il veut faire, que ce soit contre la Guinée ou contre le Mali. Mais à court terme, il peut peut-être gagner, hein, mais à moyen et long terme, M. Kayous, chers auditeurs et auditrices, il va perdre parce que c'est contre-productif, politiquement parlant. Monsieur Gaïno, oui. Les Africains se plaignent souvent on reçoit des instructions de l'étranger, que c'est la France qui nous dit pour la zone africaine, c'est parfois les États-Unis qui a une influence. Mais on voit très bien que des présidents comme Ouattara, même les juntes militaires, j'ai cru lire au passage que la junte militaire du Burkina Faso a reçu une visite secrète du chef d'état-major privé ou personnel de M. Macron, parce qu'elle n'était pas contente de l'action de la France dans le nord du Burkina. Les Africains peuvent-ils toujours se cacher derrière la France quand ça ne marche pas? Et quand ils s'imposent à leur population, c'est la faute à qui? Écoute, quand ils s'opposent à leur propre population,
c'est la faute à qui? Mais tu sais, comme on dit, les présidents africains arrivent au pouvoir sans ambition. Ils sont placés. Ce sont les sous-préfets, on les place là. Vous allez voir la différence entre la gouvernance des pays anglo-saxons, enfin les pays africains issus de la colonisation anglaise et les pays africains issus de la colonisation française. On a été colonisé peut-être trop jusqu'à l'os, au point où nous sommes tous très soumis à la France. La preuve en est que depuis qu'on parle là, on compare les exemples, on prend toujours la France, comme si la France est le modèle, alors il y a d'autres pays qui fonctionnent très bien sans suivre le modèle français. Donc, tous ces présidents-là, qui sont placés ou qui se trouvent sous la couverture de la France, la preuve en est que vous avez vu le cas de ce qui s'est passé au Tchad. Ce monsieur-là, il est tranquille, le fils d'Idriss Déby est tranquille, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de conditions, il n'y a rien. Il n'y a rien, la CEMAC ou les autres pays ne disent rien. Mais par contre, dès qu'un pays francophone s'oppose à la France, c'est là que vous trouvez les autres petits préfets là en train de se lever et puis de râler partout, on te condamne, tu es mauvais, tu es ceci, une transition, sanction, machin. Vous voyez, bon, là, moi, je suis ce matin que c'est la première fois que les pays africains se réunissent aux Nations Unies pour une affaire qui les concerne. Bon, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je n'en sais rien. Mais pourquoi? Pourquoi aller là-bas? Nous avons l'Union africaine. Nous avons l'Union africaine. Mais même quand il faut financer l'Union africaine, ils ne financent pas, ils sont là. Mais après, voilà. Donc, je crois que lorsqu'on veut de l'indépendance, il faut la prendre. Mais c'est à vous, celui qui vous donne. Il veut vous donner un peu, mais il ne veut pas tout donner. Mais c'est à vous de vouloir tout prendre. Mais les Africains, surtout cette vieille génération, c'est-à-dire la nôtre, puisque ceux qui dirigent, il y en a qui ont mon âge, cette génération ne veut pas de l'indépendance. Regarde tout ce dont on est en train de parler là. Ce n'est pas de l'indépendance, ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Il faut mettre les règles et les appliquer. Donc on est soumis. Voilà ce qu'on peut dire pour ça faire. On est soumis. Monsieur Alassane Ouattara joue quel rôle? Il est le pion de qui? De quel pays? Ben, le pays colonisateur. Tout à fait. Ben, voilà. La France. Alors, comment voulez-vous vous-même, vous les critiquez, puis vous êtes là avec eux le soir? On est avec eux, on téléphone, n'importe quoi. Celui qui vous donne les autres. Kadhafi avait dit un jour, il dit pour certains pays, pour certains présidents africains, toutes décisions doivent d'abord avoir l'accord de la France. Ils sortent là, ils appellent pour que la France leur dise la position. C'est assez gênant. Et ce qui se passe, prendre des sanctions contre un pays et laisser les autres pays à côté, c'est inadmissible. Ça montre vraiment notre soumission aux pays qui nous ont colonisés, auxquels on devrait demander des comptes. Voilà, on ne demande pas les comptes. Moi, j'ai toujours des parents pour le cas du Congo. On a subi la colonisation. Brazzaville, le pays tout entier a été placé sous la gouvernance de la France. On a demandé quoi? Rien. On revendique quoi? Rien. On est soumis. Ils nous mettent les sous-préfets qui sont là, qui exécutent les ordres. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, bah écoutez, il faut peut-être pas cesser de dire, il faut peut-être essayer de continuer à permettre aux gens de comprendre que les choses qui se passent, c'est parfois eux qui ont leur destin en main et que la passivité n'est pas le seul moyen de pouvoir résoudre les problèmes et que les populations doivent être aussi éveillées. Tout à fait. Tant que notre indépendance restera politique, tant que notre indépendance ne sera pas économique, ne sera pas commerciale, ne sera pas financière, eh bien, on sera toujours les marionnettes de la France. La preuve en est que l'Union africaine, au lieu d'être financée par les propres pays africains, eh bien, regardez ce qui se passe quand il y a les campagnes électorales, quand il y a des élections présidentielles. Mais nous sommes financés par l'Union européenne. Mais c'est normal que l'Union européenne tire les ficelles, puisse dire son mot. Mais lorsque nous serons indépendants financièrement, ça ne se passera plus comme ça. Parce que c'est mon argent, c'est moi qui décide. Ce qui peut justifier que certains dirigeants soient conscients qu'il faut maintenir leur population dans un état de soumission qui leur soit bénéfique à eux, mais en utilisant parfois
la France comme la raison de dire ce n'est pas moi, c'est la France qui fait. Parce que je pense que quand même les dirigeants africains obtiennent beaucoup pour leur famille, mais très peu pour leur peuple aussi. Mais, monsieur Kayus, vous avez parlé de la passivité. Moi, c'est un mot qui m'a beaucoup plu. Malheureusement, M. Ndiaye s'est précipité à prendre la parole, mais j'allais revenir sur ce mot-là qui est très important. On est passif, mais cette passivité-là, ça nous conduit vers la soumission. Vers la soumission. Comment voulez-vous les gens passifs qui ne peuvent pas réagir devant des événements? Regardez tout ce qui se passe chez nous. Est-ce que vous avez vu la classe politique réagir? Je vais vous prendre un exemple simple. On parle de l'ancien Gabonais dont on a trouvé avec des mal d'argent. Au Congo, c'est le silence absolu. Il a été arrêté de nouveau. Hein. Il a été arrêté de nouveau. Oui, il a été arrêté, mais je parle de la classe politique. Il y a eu une instruction judiciaire. Non, je parle de la classe politique, monsieur. Oui, la classe politique congolaise. Je parle, oui, la classe politique congolaise et même la classe politique gabonaise qui, l'opposition va pour le soutenir. Mais posons-nous la question, quel est ce responsable politique d'un haut niveau qui va se promener avec des mâles, qui prend des mâles d'argent, qui les met dans un pick-up? Et quand il sera au pouvoir, il va faire quoi? Alors, M. Gaïno, moi, excusez-moi de vous interrompre. Excusez-moi de vous interrompre. Il y a une suggestion. Je ne sais pas si c'est une suggestion. Il y a une analyse qui est arrivée qui dit ceci. Les Congolais seraient hypocrites et ont la mémoire courte. Parce que en son temps, on va dire, Omar Bongo a lui aussi donné beaucoup de mallettes aux dirigeants africains, aux dirigeants congolais notamment, même aux leaders d'opposition. Ils sont allés prendre des manettes pour mener campagne au Congo. Peut-être que c'est un retour d'ascenseur mérité pour les Gabonais. C'est une analyse qui est... Oui, ça c'est un autre problème, monsieur Kayus. Ça, c'est un autre problème. Moi, c'est un problème qui relève du financement occulte des partis politiques, même en France, même dans les pays occidentaux. Voilà, ça c'est un problème qui relève... Merci, ça c'est un problème qui relève des financements des partis politiques ou de l'argent. Mais de là, on n'a pas surpris les Congolais avec des... Moi c'est d'abord... Parce que c'est un futur candidat à l'élection présidentielle, qui se promène avec autant d'argent dans son véhicule. C'est déjà inadmissible pour un responsable politique. Parce que je me pose la question, lui à la tête de l'État, que fera-t-il, comment va-t-il gérer son pays si déjà lui-même se permet de traîner avec de l'argent dans des valises comme ça, dans des pick-up? Bon, c'est déjà un problème. Et puis le problème qu'on avait soulevé, c'est le problème de la passivité dont tu as parlé. C'est-à-dire que aujourd'hui, la classe politique congolaise, elle est muette comme si rien ne se passe. Regardez par exemple ce qui se passe au Congo démocratique. Il y a des guerres tribales là-bas. Récemment, RFI en parle souvent. Mais les radios africaines n'en parlent pas. C'est comme si rien ne se passe dans ce coin-là. On attend qu'il y ait un génocide ou bien que d'autres radios viennent en parler pour qu'ils commencent à faire le relais de l'information qui vient d'ailleurs. Mais le Congo-Brazzaville est toujours à côté. Est-ce qu'on a envoyé des journalistes pour essayer de voir ce qui se passe là-bas, parler, informer la population? Non, on est toujours passif. Voilà le mot sur lequel je reviens, le mot que tu as utilisé. On est passif sur tous les phénomènes qui nous concernent et même ce dont on a parlé depuis très longtemps, le mode de gouvernance, de déplacement des biens des parents, de ceci, de l'argent, tout ça là. La classe politique est passive. Donc, voilà. Justement, sur ce plan-là, M. Gaïno, vous faites bien d'aborder ce plan-là. C'est là que je souhaite, M. Kayus, avec tout le respect que je vous dois, que nous puissions, comme d'habitude d'ailleurs, Radio Bakambi, que nous puissions être une alerte, une force de proposition. Moi, je me dis ceci, autant, je l'ai dit la dernière fois, je me permets de le rappeler, autant la CEMAC doit se remettre en cause du point de vue de sa règle de la circulation financière, circulation monétaire, puisque, nous l'avons dit, que la CEMAC autorise à ce que l'argent puisse circuler jusqu'à 1 milliard dans les mains. Là, il a dépassé 1 milliard, c'est 1 milliard 190 millions, c'est ça, hein, Kayus? Oui. Votre contrôle. Bon, ça, donc, il faut que la CEMAC se remette en cause là-dessus aussi. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, oui, à travers les antennes de Radio Bakambi, nous pouvons suggérer à ce que l'événement a eu lieu sur le territoire national congolais. C'est ça, hein, les arrestations ont eu lieu chez nous ou bien de l'autre côté? Chez nous. Au Gabon. C'est ça, non? À notre frontière. Au Gabon. L'argent vient de chez nous. L'argent vient de chez nous. Donc, il appartient quand même à l'Assemblée nationale, son excellence, l'honorable président
de l'Assemblée nationale peut se saisir de cette affaire. Nos députés, le Sénat, c'est-à-dire que le Parlement congolais... Il y a une commission d'anticorruption au Congo, il y a mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour voir un peu clair sur cette histoire-là, comment un Gabonais, qui a le droit, bien sûr, puisqu'il y a la circulation libre des personnes dans l'Afrique centrale, mais comment un Gabonais peut se promener comme ça avec des sommes énormes, au lieu que ça soit à travers les banques pour alimenter le circuit économique national, mais c'est à travers les mains des valises, des nguiris. Bon, c'est quand même aberrant. Donc le Parlement, nous suggérons à ce que le Parlement congolais puisse se saisir de cette affaire, mettre en place une enquête parlementaire pour voir clair là-dessus. Même si, au Gabon, il faut le féliciter quand même si la classe politique gabonaise est restée muette, mais la procureure de la République, notamment de la ville de Libreville, s'est saisie, s'est auto-saisie de cette affaire et va instruire une enquête judiciaire là-dessus. En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est que nous avons, sur la radio, nous avons toujours vocation à pouvoir traiter les sujets, non pas pour prendre parti contre telle ou telle personne, mais nous espérons que nous essayons de faire ce qui est juste dans le possible, de dire ce qui est juste, ce qui est honnête, et que nous essayons de vouloir faire que les gens puissent prendre à bras le corps leurs problèmes. Ce qui est malheureux, c'est que nous constatons aussi que beaucoup de compatriotes qui sont notamment au Congo aiment beaucoup, que ce soit ceux qui sont à l'étranger, qui parlent, qui se montrent, qui se montent au créneau, et eux sont dans leur maison parfois et très peur de parler. Ils sont passifs et ils souhaitent que la diaspora soit le porte-flambeau de leurs paroles. Je pense que tout le monde a besoin de prendre en main le destin d'une nation, son destin, sans pour autant que ça ne fasse, comme on dit dans la vie, des dégâts, mais pouvoir parfois savoir dire simplement non, ce que vous demandez n'est pas juste, ça change beaucoup les choses. C'est le rôle de notre radio, c'est d'édifier, c'est de pouvoir armer les gens et de comprendre ce que la société ne pourra avancer qu'avec des gens qui pourront un jour comprendre où est le patriotisme, quelle est l'importance d'être compatriote et patriote pour que l'Occident, pour que les Européens nous respectent. Il faut que l'Afrique se respecte elle-même d'abord et il faut que chacun de nous accepte de prendre part à ce changement de mentalité et devenir des acteurs actifs pour le bien de l'Afrique. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je remercie M. Ndion, Mme Sabine, merci en tout cas. Désolé pour la voix, mais comme on l'a dit, une maman sans maman, c'est très difficile. Donc, elle a été gentille de venir parler. On lui souhaite en tout cas un prompt rétablissement et qu'elle retrouve sa voix, on espère, d'ici la semaine prochaine. Si ce n'est pas possible, au moins dans 2 semaines. Monsieur Gaïno, merci. Désolé de vous avoir interrompu. Oui. Je sais que vous aviez encore quelque chose, beaucoup à dire, mais nous avons dépassé le temps et nous reprendrons. Mais je vous l'ai dit, en octobre, c'est la radio qui passe en direct désormais. Ça sera du direct. Nos débats seront en direct. Il nous faut maintenant fidéliser nos auditeurs et auditrices. Et il nous faut continuer dans cette lancée de pouvoir analyser et apporter les changements. Je sais qu'on ne plaît pas à tout le monde, mais que voulez-vous? La vie n'est pas faite pour plaire à tous ceux qui nous écoutent. Et tous ceux qui nous écoutent doivent comprendre que notre intérêt n'est pas leur intérêt seulement, mais l'intérêt du peuple. Bakambi, c'est la parole à ceux qui n'ont pas la parole. À très bientôt. Passez un très bon week-end. Je vous dis, M. Ndion et M. Gaïno et Mme Miaka, ainsi que M. Koné qui n'est pas là aujourd'hui, bonne soirée et à la semaine prochaine pour un autre débat et pour d'autres thèmes d'actualité. Bon week-end en tout cas. Et bon week-end à tous. Merci. Et portez-vous bien. Au revoir Sabine.